Professeur Didier Raoult, où en est la circulation du SARS-CoV-2 à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône et en France? Si vous voulez, on a vu qu'il y a eu une confusion là entre les données des uns des autres. Donc ici, j'ai des données de différentes sources qui vont toutes un peu dans le même sens d'ailleurs, hein. Donc ça, c'est nos données à nous, avec d'une part les gens qui sont testés ici de toutes sources et de tout département possible, et d'autre part les gens qui sont testés et qui sont domiciliés à Marseille. Donc on a les deux tableaux, parce que c'est très simple, il suffit de regarder l'adresse postale. Donc ce qu'on voit, c'est que sur toutes ces courbes ont la même tendance, c'est-à-dire qu'elles ont une courbe, c'est une courbe en cloche, là aussi, on est sur la pente descendante de la cloche, qu'il s'agisse des cas détectés, des cas hospitalisés. C'est pas le cas, il n'y a pas la même forme de cloche avec la réanimation, parce qu'on sait qu'il y a entre 8 et 10 jours de décalage entre l'hospitalisation en réanimation et le début de la maladie qu'on avait vu dans la première épidémie. On pense que c'est la même chose, donc il n'y a pas de synchronisation entre les cas détectés, les cas hospitalisés et les cas de réanimation. Donc les cas l'amorce de la descente, c'est pas encore fait pour la réanimation, mais je pense qu'elle va pas tarder, compte tenu du fait qu'on a l'impression que le pic des cas a été il y a 10 jours maintenant, et que depuis les choses diminuent. Donc on le voit sur l'ensemble des prélèvements que nous faisons ici. Bien sûr, j'entends dire que si on trouvait moins de cas, c'est parce qu'on n'arrivait plus à faire. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. On en a fait encore près de 2500 hier, mais le pourcentage de positifs diminue. Et donc actuellement, on est à 7,5%, alors qu'on a culminé à 15% de positifs parmi les personnes nouvellement positives. Donc il n'y a pas de mystère, c'est pas lié à un encombrement particulier. D'ailleurs, vous voyez que les délais de rendu des personnes en urgence sont inférieurs à 6 heures dans l'immense majorité des cas, et les non-urgences sont toutes rendues en moins de 24 heures, 100% en moins de 24 heures. Donc on n'est pas du tout saturé, on continue à faire le travail. Au contraire, on a été très très aidé par les informaticiens de l'assistance publique. Maintenant, on peut se préenregistrer, on n'a plus besoin de faire la queue, et donc aujourd'hui, pour la première fois, il n'y avait pratiquement plus de queue du tout. Voilà. Donc ça se traduit pour nous en termes hospitaliers à l'IHU, qui est l'endroit dans lequel on met les gens au départ quand ils sont encore porteurs du Covid, hein, par le fait qu'il y ait une baisse de l'hospitalisation. Ce matin, on avait 15 lits sur 75 qui étaient libres, donc il n'y a que depuis la semaine dernière qu'on a des lits libres depuis plus d'un mois. On avait dû rouvrir des lits en anticipation d'hospitalisation au vu de l'augmentation des diagnostics. Très bien, l'IHU a été plein jusqu'à il y a 10 jours, et puis maintenant il diminue. C'est pareil au niveau des hôpitaux de jour, c'est-à-dire des gens qui reviennent en consultation après avoir été détectés positifs. On a à peu près la moitié de ceux qu'on avait il y a 10 jours, donc toutes nos courbes vont dans le même sens. Alors, j'ai l'habitude, après les gens disent, non mais vous dites ça, les autres disent autre chose, mais vous voyez, si on regarde ça des données officielles de l'assistance publique qui nous sont transmises, vous voyez qu'effectivement, sur les réanimations, ça continue un peu à augmenter. Sur les hospitalisations, vous voyez qu'on est, le pic était aux alentours du 18 septembre, avec quelque chose qui a là-haut qui descend. C'est parce que les gens qui ont déjà été hospitalisés ne sortent pas tout de suite, mais si vous regardez les nouveaux cas positifs à l'assistance publique, encore une fois, c'est les chiffres de l'assistance publique, cette fois, c'est pas les miens, hein. Le nombre de dossiers liés au Covid ou le nombre de passages aux urgences des Covid, vous voyez que la pente est partout la même. C'est une pente qui est très rapidement descendante, et j'espère que du coup, elle permettra de reprendre des dispositions à Marseille qui permettront aux gens qui ont une activité économique de la poursuivre. Par ailleurs, ces données qui sont des indicateurs de pilotage nationaux montrent que la région sud, Provence-Côte d'Azur, était la Provence dans laquelle le taux d'attaque était le plus bas en France. Donc on a pris
les plus tôt le début de cette nouvelle épidémie, et chez nous, ça diminue, les données diminuent d'une manière raisonnable. Et donc, je pense que tout ça devrait permettre de ramener un peu de calme et d'être un peu moins nerveux. C'est vrai qu'il faut qu'au niveau de l'assistance publique, il y ait un peu de management des lits de réanimation de manière telle que tout le monde ne soit pas affolé ou empêché d'opérer. Tout ça, c'est une stratégie d'organisation. Mais ce n'est pas l'épidémie actuelle qui les remplit, c'est le miroir de ce qui se passait il y a 10-12 jours et de la réflexion sur l'organisation des soins. Où en est-on sur le plan des décès liés au Covid ? Encore une fois, cette épidémie, cette partie de l'épidémie estivale par rapport à l'épidémie printanière ne nous paraît pas à nous de même nature, parce que la première partie de l'épidémie, où nous avions fait la même chose que maintenant, on testait tous les gens qui se présentaient, on a testé 140 000 jusqu'en juin. Il y a eu 57 000 personnes qui sont venues se faire tester, 6 900 positifs, et puis 24% de ces gens ont été hospitalisés, 4% sont allés en réanimation, et 2 ou 3% sont morts. Et on a pratiquement les mêmes chiffres de gens testés et positifs dans la deuxième partie, et avec la même incidence, c'est le même pourcentage de positifs, 9% pour le premier, 8,5% pour le deuxième, mais cette fois-là, un taux d'hospitalisation qui est de 7%, c'est-à-dire 3 fois et demi moins que la première fois, et un nombre de personnes en réa qui est de 112, c'est-à-dire moins de 2 fois moins que la première fois, avec une mortalité qui est de 0,8%, c'est-à-dire entre le tiers et le quart de ce que nous avions au premier acte, alors que nous avons la même prise en charge. Donc il y a une différence de sévérité entre cette épidémie et la première épidémie qui est notable. Si on regarde, ensuite toujours pour parler de mortalité, vous voyez, si on regarde, alors ça c'est des données de l'assistance publique, c'est le service de médecine légale qui nous les a transmis. On voit, ça c'est la mortalité en rouge par le Covid, vous voyez qu'elle est là, et vous voyez la mortalité générale dans l'assistance publique et la proportion que représente le Covid à l'intérieur de la mortalité générale, qui reste un phénomène qui est relativement mineur et qui se traduit par le fait que si on regarde le total des décès de la PHM, vous voyez, depuis le début de l'année, en le comparant à 2018 et 2019, il est vraisemblable qu'on terminera l'année avec moins de morts à l'hôpital dans la PHM que les années précédentes. Et globalement, c'est vrai que ce phénomène que l'on retrouve, alors cette fois-là, ce n'est pas des données qui sont à moi, c'est des données qui sont établies par Vincent Jarlier, qui est un collègue qui travaille à Paris, donc à l'assistance publique de Paris, et qui recouvre les données non seulement de toute la France, mais de tous les pays pour lesquels les données sont disponibles, et où on voit que le nombre de cas a augmenté, mais le nombre de morts n'a pas augmenté d'une manière significative pendant cet épisode-là, vous voyez, que ce soit d'ailleurs à Marseille ou à Paris. Donc c'est un phénomène qui a une discordance entre le nombre de tests qui est généralisé et qui entraîne une apparence d'augmentation considérable. Bien entendu, il y a eu un deuxième pic épidémique là, mais la mortalité, elle, n'a pas augmenté d'une manière qui est significative. On le voit là, on le voit sur tous ces graphiques, on voit une augmentation du nombre de cas détectés, mais une mortalité qui reste faible et qui encore une fois, c'est des données qui sont complètement indépendantes des miennes. C'est pas moi qui influence, chacun imagine, l'intelligence de la science publique de Paris. Le troisième point, c'est qu'il a fait un très très joli travail de corrélation pour tenter d'expliquer pourquoi il y avait une différence de mortalité dans les différents pays. Puis on regardera dans les différentes zones. Alors dans les différents pays, il a regardé si le nombre de décès, ce qu'on appelle le taux d'attaque de décès, c'est le nombre de décès par population, était lié à la densité de la population dans le monde. Et il n'y a pas de rapport. Donc pas de rapport clair. Deuxièmement, est-ce que c'est l'urbanisation ? Et la réponse est non, il n'y a pas de rapport non plus.
c'est une illusion d'optique, c'est parce que, bien sûr, il y en a plus dans les villes, parce qu'il y a plus de gens. Est-ce que c'est lié au fait que la population, dans un endroit donné, a plus de 65 ans, ce qu'on pouvait attendre comme étant raisonnable? Et la réponse est non, non plus. Et donc, en revanche, le seul point de ce qui a été évalué dans ce travail qui joue un rôle, c'est la précocité de la mise en place des tests diagnostiques. Et là, il y a une différence très significative qui explique en grande partie pourquoi il y a eu des problèmes de décès aussi importants en France, en particulier en dehors des zones dans lesquelles les choses n'étaient pas testées de manière systématique. Ce que l'on voit en plus maintenant, ce qui commence à sortir en France, c'est une des données que j'attendais depuis longtemps. Je remercie les gens de l'établissement français du sang de nous en avoir confié une partie. Et une autre partie est actuellement en préprint. C'est que maintenant on peut mesurer quelle a été l'importance de l'épidémie dans les zones dans lesquelles ceci a été testé. Et c'est très intéressant parce que ça recouvre exactement, nous, l'incidence chez les gens testés des différentes régions de France. Il y a des gens qui sont venus se faire tester à Marseille, d'un peu partout en France, parce qu'ils ne pouvaient pas se faire tester ailleurs, et donc on a eu des gens d'Île-de-France, des gens de l'Est, des gens de Nouvelle-Aquitaine, et on a les séroprévalences, c'est-à-dire le taux de gens qui ont été infectés. Et c'est très intéressant, il y a une superposition très claire entre le taux d'incidence que nous avons observé ici, chez les gens qui étaient venus se faire tester, et les anticorps qu'ont retrouvé ces études en allant prélever les gens à la fin de l'épidémie. Et ce que l'on trouve, c'est qu'il y a eu 10%, donc probablement 10% de la population a été touchée dans le Grand Est, 9% à Paris et 8% à Marseille, et un peu moins de 3% en Nouvelle-Aquitaine. Alors ça traduit parfaitement les chiffres que nous connaissions par ailleurs, mais ça veut dire qu'il y a des endroits dans lesquels il y a une surmortalité qui n'est pas liée à l'épidémie, qui n'est pas liée à l'âge, qui n'est pas liée à l'urbanisation, qui est liée à la prise en charge. Que donc, ce qui s'est passé à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône, c'est que la prise en charge est différente. Ça n'est pas que l'épidémie ne nous a pas touchés. Elle nous a touchés d'une manière qui est comparable. Et donc, la prise en charge a été différente. Et il faut réfléchir sur ce phénomène de manière à éviter que, dans des situations qui soient comparables, on se retrouve avec des différences aussi considérables d'une région à l'autre, alors que la diffusion de la maladie n'a pas été très significativement différente. Merci beaucoup.